et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleymani. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui aime toujours autant prendre des trains. Alors je suis Sonia Recassens, critique d'art et commissaire d'exposition. Nous sommes au FRAC Nouvelle-Aquitaine Mecca à Bordeaux. Et comme le dit l'invité de notre épisode Sonia Recassens, c'est un épisode qui se raconte depuis Bordeaux pour parler de fragments d'une scène marocaine, Aïta, l'exposition visible au FRAC jusqu'au 4 janvier 2026. Alors bonne écoute à vous. Bonjour Sonia Recassens, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes la commissaire de l'exposition Aïta, fragment poétique d'une scène marocaine, présentée ici au FRAC de Bordeaux où nous enregistrons notre épisode aujourd'hui. Alors avec vous Sonia, on n'est jamais seulement face à une commissaire, on entre dans une conversation au long cours avec des voix, des histoires et des silences. Vous êtes formée à l'histoire de l'art nourrie par les féminismes et les études de genre et les pensées postcoloniales. Vous avez construit au fil des années une pratique curatoriale qui ressemble à une cartographie des vulnérabilités, corps en déplacement, mémoire minorée, gestes invisibles, archives qui n'en portent pas le nom. Vos expositions de cosmogonie à l'esprit du geste ont en commun de déplacer le centre. Vous invitez des artistes femmes, racisées, migrantes, à réécrire les récits dominants depuis leur propre zone sensible. Chez vous, la critique d'art n'est pas un surplomb, c'est une écoute prolongée. La scénographie n'est pas un décor, c'est un dispositif pour faire circuler des forces et des récits. Et avec Aïta, fragment poétique d'une scène marocaine, ce parcours trouve un point d'incandescence. Vous y tissez tout ce qui vous travaille depuis longtemps, l'oralité comme archive, les chants comme lieu de savoir, les chirades comme penseuses de l'histoire, la tension entre tradition et expérimentation formelle, en y invitant plusieurs générations d'artistes marocains et marocaines, de Malika Agznay à Mbarek Bouchichi, de Soukaina Joual à Mariam Bennani. Vous ne vous contentez pas de montrer une scène, vous organisez une polyphonie où les œuvres prennent le relais des voix, où le musée se laisse contaminer par la place publique, la halqa, la fête, la transe ou la prière. Votre projet curatorial pourrait se résumer ainsi: créer des situations où les récits marginalisés deviennent pour un temps le centre de gravité. Aïta en est un exemple manifeste, une exposition qui n'archive pas une tradition, mais qui l'active, qui utilise le cadre du FRAC non pour figurer un patrimoine, mais pour prolonger un cri, celui des femmes, des oubliés, des langues minorées, dont le chant d'art contemporain. Aïta s'ouvre comme un chant, un appel, une mémoire vivante, une exposition collective consacrée aux traditions orales marocaines et à leur prolongement dans l'art contemporain. Le titre fait écho à la Aïta, ce cri poétique né du peuple porté historiquement par les cheikhat, ces femmes qui disent, chantent, résistent, nomment ce que l'histoire officielle laisse dans l'ombre. Alors première question un peu évidente, pourquoi vous avez eu envie de donner ce titre? Quel est votre rapport à la Aïta? C'est un rapport familial, ça fait partie de mon environnement familial. C'est un de mes premiers souvenirs finalement marquants. J'ai 5 ans, c'est le nouvel an, on est à Ouled Ayed, à quelques kilomètres de Bni Mellel, et c'est le mariage de ma tante, Khalti Fatiha. Et pour la cérémonie du henné, sont invités une troupe de Chirhat Amazir. Et donc moi j'ai 5 ans, je joue et en fait je tombe en admiration devant ces Chirhat que je trouve magnifiques, que je trouve superbes, que je trouve puissantes et je les suis partout et je les colle, je veux être comme elles et en fait je pense que j'ai épuisé tout le monde et en fait finalement on me trouve une tenue blanche parce qu'elles étaient vêtues de blanc et une ceinture à sequins et elle m'invite à m'asseoir à côté d'elle et donc le temps d'une soirée j'ai été une chira, mais c'est vraiment un souvenir marquant d'être face à des femmes puissantes
belles. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, mais leur vibration m'a vraiment profondément marquée. Et après, bien sûr, voilà, cet art voilà, faisait partie de l'environnement sonore à la maison, que ce soit au Maroc ou en France. Ma mère écoutait la Haïta. Dans le confiturier du salon, on avait des cassettes de Chirette aux côtés de Kulthum et Fayrouz. Donc l'exposition est aussi un peu le fruit de ça, c'est-à-dire à la fois d'une recherche d'historienne de l'art, de critique d'art, de commissaire, de rencontres et de discussions avec les artistes, de recherche sur la collection du FRAC, et donc cette rencontre avec l'œuvre de Mohsin Araki et le Chant de l'ombre, qui rend hommage à une figure de l'Aïta, figure mythique de Khair Boucha, et aussi mes souvenirs personnels intimes et mes échanges avec ma mère et mes tantes. Donc l'exposition se nourrit de ça, et donc voilà, l'Aïta est le fruit de cette hybridation-là, et fragment, parce que même si l'invitation était de faire une exposition sur la scène marocaine, et bien que l'espace du FRAC soit généreux avec ses 1000 mètres carrés d'exposition, la scène artistique marocaine est extrêmement riche, extrêmement dense. Donc oui, ce ne sont que des fragments, de beaux fragments, mais des fragments quand même. On arrive devant l'œuvre qui est le point de départ de l'exposition, sans laquelle, en fait, avec laquelle tout a commencé, parce que donc j'ai été invitée à réaliser une exposition sur la scène marocaine par Claire Jacquet, qui était l'ancienne directrice du FRAC en janvier 2023, le 3 janvier pour être précise. Je m'en souviens très bien parce que je sortais de la maternité, et très heureuse, très honorée, très reconnaissante de cette invitation, mais un peu prise de vertige de la tâche qui peut être qui est un défi, parce que il y a des écueils, notamment celui de l'essentialisation, de comment éviter les stéréotypes, et puis que dire d'une scène aussi riche, aussi dynamique, aussi diverse. Et en fait, en me plongeant dans la collection du FRAC, je découvre cette œuvre de Mohsin Araki, Le Chant de l'ombre, qu'il a réalisée en 2018 dans le cadre d'une résidence dans la région du Lot. Et en fait, elle a été acquise par le FRAC en 2019. Et en fait, lors de sa résidence, Mohsin va être impressionné par les paysages de la région du Lot, qui vont lui rappeler les paysages de l'Atlas, et lui reviennent en souvenir en fait la Haïta et notamment la légende de Khair Boucha. Et donc il va s'inspirer de la légende de Khair Boucha pour composer des vers qu'il va venir écrire sur cette pierre prélevée dans le paysage. Et il y a dans cette démarche la volonté finalement d'interroger la façon dont la poésie, dont les chants de la Haïta, donc on est sur des chants, un art oratoire populaire, rural, qui permettait de faire passer des messages d'un village à l'autre, d'une tribu à l'autre, et en fait comment cette poésie chantée laissait des empreintes dans le paysage, comment la poésie pouvait laisser des empreintes dans le paysage, et donc il vient prélever des morceaux de paysage où il vient justement marquer de son empreinte cette poésie finalement. Donc c'est une œuvre qui est très importante. Je dois beaucoup à cette œuvre, parce que tout l'idée du projet, de l'exposition, de dérouler les fils à partir de l'histoire, de la puissance, de la richesse de la Haïta vient de cette œuvre importante. Alors l'exposition réunit 3 générations d'artistes et déploie donc un paysage protéiforme, celui des chirats et des récits féminins insurgés, celui des mémoires en filles, des chants qui sauvent, celui des gestes artisanaux qui deviennent œuvres, celui des identités contrarié, brouillé, joué, celui d'un futur nourri par le passé, nous allons y revenir. Mais Haïta n'est pas une exposition sur une tradition, c'est une exposition à partir d'elle. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée, la manière dont vous avez travaillé la curation pour composer justement la cosmogonie des artistes qui traversent plusieurs générations? En rencontrant cette œuvre de Mohsin Araki, et en me plongeant, alors là vraiment comme chercheuse, dans l'histoire de la Haïta, et donc il me faut vraiment plusieurs semaines et plusieurs mois en fait pour qu'après reviennent en mémoire en fait ces souvenirs personnels, et c'est en regardant le film d'Ali et Safi, Le blues des chirettes, et d'être je dirais troublée par la puissance en fait de la vibration des voix en fait que tous les souvenirs remontent à la surface. Donc c'est aussi intéressant de voir comment je dirais une dimension plutôt de chercheuse est troublée en fait assez vite par une dimension plus des souvenirs plus personnels et plus intimes. Et comme vous le dites très bien,
l'idée n'était pas de faire une exposition littérale sur l'histoire de la Haïta, mais vraiment de tirer les fils d'une histoire qui est riche, parce que c'est un art oratoire qui, alors il est difficile de le dater, mais qui remonterait au XIIe siècle, qui serait l'hybridation de pratiques arabes bédouines et de pratiques amazighes, qui est présent dans différentes régions du Maroc, pas toutes, mais dans beaucoup, et qui chante l'amour, qui fait louange à Dieu, qui chante le chagrin, qui chante le politique, qui chante le manque, qui chante le mépris, qui chante la terre, qui chante le chagrin, le désir. Il y a des chants qui sont érotiques, qui sont d'une beauté incroyable. Et donc voilà, cette pluralité, je voulais vraiment m'en inspirer. Et en tant que chercheuse, on m'a toujours appris de partir des œuvres, de ne pas coller finalement une thématique et à chercher en fait des œuvres pour venir y accoler cette étiquette. Donc ça guide la plupart de toutes mes expositions et ma démarche, que ce soit en tant que critique, historienne ou commissaire d'exposition. Donc il y avait des artistes, des démarches qui étaient évidentes, et je voulais travailler avec elles, avec eux. Et après c'est des rencontres, il y a des évidences, il y a des rencontres, il y a des discussions, il y a des conversations, et tout ça nourrit en fait le parcours qui en effet que j'ai vraiment pensé comme un poème composé à plusieurs voix, et où les œuvres se répondent les unes aux autres. Justement, c'est quoi le projet Cabaret Cheirat et pourquoi tu as eu envie de reconvoquer cette mémoire ? D'abord pour rendre hommage à ces femmes. Cette mémoire-là a été tachée. On ne s'est pas réconcilié avec cette mémoire des Cheirat. Moi, je ne dis pas que je vais le faire, mais juste je pointe du doigt la petite fenêtre vers ce sujet-là qui est notre mémoire. Elle parle des premières trahisons, elle parle des premiers des caïds, elle cite les noms des caïds qui ont collaboré. Je ne veux pas dire qu'il faut juger tous ces gens ou en parler, ouvrir les plaies, mais il faut juste qu'on sache, qu'on arrête de prendre les Cheirat, toutes les Cheirat pour des prostituées, pour des femmes vulgaires, que c'est pas cette ouverture-là qu'on cherche. La femme, la Cheikha, c'est un symbole de femme libre et forte. Voilà, c'est ce qu'on cherche d'abord à montrer. Après, au fur et à mesure qu'on joue, ça soulève d'autres questions et c'est bien. On s'arme pour parler de ça aussi, pour lancer un débat autour de ça. L'homme qui s'habille en femme, est-ce que c'est un halal ou haram ? Oui, d'accord, parlons-en. Pourquoi ça serait haram ? Et moi, ce qui m'attire le plus dans quelques critiques, c'est comment un homme peut se maquiller. Non, c'est un comédien. Oui, d'accord, mais même un comédien, il ne doit pas le faire. Du coup, est-ce que l'art, si on parle de ça et de halal et haram, la religion par rapport à ça, du coup, on est dans une société où il y a des gens qui croient que l'art ne doit pas exister. Et ça, c'est une question un peu qui peut aboutir à des extrémismes assez dangereux. De croire que qu'une société comme celle-là n'a pas besoin d'art, d'artistes, d'imitation, de jeux. Et ça, c'est dangereux, je crois. Rassan Al-Hakimi, l'un des fondateurs du projet Cabaret Cheirat, qui est ce projet de performeurs hommes qui s'habillent donc en Cheirat. Ce projet basé à Casablanca, me racontait les enjeux et la difficulté de rétablir aujourd'hui l'héritage des Cheirat au Maroc. Et les Cheirat sont au cœur, comme vous le disiez, de votre exposition, Kharboucha, Mrérida, Hajja Al-Hamdawiya. Comment vous avez pensé leur présence symbolique dans l'exposition ? Par la présence d'artistes femmes, par la présence d'œuvres qui rend hommage, qui réhabilite, valorise des savoirs, des techniques, des histoires proprement féminines. Donc c'est le cas avec l'œuvre About Us de Laïla Hida qui rend hommage et qui donne à voir en fait les joies, la beauté et la puissance des mamans douées de Darberaj. C'est le cas avec les portraits de Amina Reski. Ce qu'il dit est très fort et
et ça, j'en avais vraiment pleinement conscience parce que ça fait partie aussi des discussions qui ont accompagné l'exposition ou qui ont accompagné aussi mon enfance au sein de ma famille. Ça fait partie aussi des récits que j'ai pu recueillir et entendre sur, en fait, et c'est cette dualité-là qui m'intéressait finalement, à la fois les shirettes sont respectées, on les admire pour leur capacité à porter une histoire, à porter un patrimoine, un matrimoine proprement marocain, et aussi à chanter des chants de la résistance à la colonisation. Donc, ce sont des figures importantes, et en même temps, elles sont en effet honnies, bafouées, parce que trop libres. En fait, elles sont à la fois, on les admire pour leur liberté, la radicalité de leur liberté de ton, leur liberté d'être, parce que c'est un art oratoire, mais finalement, les vibrations de ce cri, il transparaît à la fois à travers leur voix, mais aussi à travers leur corps, à travers leurs gestes, qui est aussi un acteur important en fait dans leur art, dans leur prestation. Et en fait, cette liberté-là leur vaut aussi d'être traitées et considérées comme de vulgaires prostituées, mais parce que elles transgressent en fait les houdoud, elles s'émancipent de la femme domestique, elles pénètrent l'espace public pour prendre la parole en public, pour parler de politique, pour parler de leurs désirs, pour parler de leurs rêves. Donc oui, elles dérangent. Et cette dualité-là, à la fois on les aime et en même temps elles nous dérangent, en fait, elle m'intéressait. Et du coup, voilà, le parcours de l'exposition joue aussi un peu de cette dualité-là. Mais justement, qu'est-ce que les œuvres des artistes femmes, je pense notamment à Amina Agznaï ou Malika Agznaï ou Soukaina Joual, réinventent dans cet héritage-là, ou comment elles le réinventent? Il y a à la fois, je pense par exemple à l'œuvre de Soukaina Joual, donc Body, corps cru, qui est là l'œuvre que l'on présente, donc qui est une série de napperons et le fruit d'un long travail. C'est une série au long cours que mène Soukaina Joual sur la représentation des corps et en particulier du corps des femmes, et donc là qu'elle vient plier, déplier, replier, et donc comment finalement un corps objectifié, sexualisé, objet de désir, devient un peu un objet trouble, un peu un objet monstrueux, parce que justement il nous prend de court dans notre difficulté à appréhender les formes de ce corps. Amina Agznaï, elle va réhabiliter des savoirs, des techniques, et donc là dans l'exposition on présente Secret of the Adga, qui sont 9 voiles de mariés, et donc qui sont des voiles réalisés par les femmes pour les femmes, un peu comme des talismans protecteurs, où sont peints au henné deux formes symboliques, Ayour, la lune, et Tissoura, la clé. Donc c'est trouver la clé de son cycle, pour résumer, mais on est vraiment sur finalement des motifs et des techniques et des savoirs et un rituel qui est millénaire, fait par les femmes, pour les protéger et pour leur porter chance, en fait. Et je pense aussi à Khadija El Abied, où avec sa série Peau brodée, elle cartographie les tatouages, où en fait finalement on est les dernières générations à avoir la chance de voir des femmes porter ces tatouages, parce qu'on est sur une pratique qui se perd, qui n'existe plus. Et en fait, elle s'est intéressée à cartographier ces tatouages, à chercher leurs noms. Et donc, alors pour certains, les noms en fait ont disparu. Et en fait, comment à travers les noms, on découvre en fait le sens de ces tatouages. Et donc, par exemple, il y en a un, c'est Dem Nfes. C'est le sang de l'accouché. Et en fait, c'est un trait derrière la cheville. Donc, comment en fait ces tatouages, encore une fois, il s'agit d'écriture féminine faite par les femmes
pour les femmes, pour marquer un moment de leur vie, un rite de passage, voilà, garder trace sur son corps, sur sa peau, de moments importants de sa vie. Donc il y a chez de nombreux et nombreuses artistes cette volonté d'explorer et de renouer et de réhabiliter aussi des savoirs, des histoires qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas nécessairement dans les livres, mais qui nous nourrissent. J'ai grandi par exemple moi dans une maison où il y avait 3 livres. Je caricature, mais c'est quand même à peu près ça. La Bible pour mon père, le Coran pour ma mère, et le programme télé pour tous, et en l'occurrence pour moi surtout. Donc on pourrait considérer qu'au niveau de mon bagage culturel, il ne fait pas partie de ce que l'on considère comme étant un bagage culturel admis, bourgeois, intellectuel. Mais pourtant je suis riche. Je suis riche d'histoires que ma mère, que mes nounous, que mes tantes m'ont raconté. Je suis riche de tous ces gestes que j'ai vus, que j'ai observés et qui ont formé en fait l'historienne de l'art, la critique d'art et la commissaire d'exposition que je suis. Et donc à travers cette exposition et un peu toutes mes expositions, il y a vraiment la volonté de justement de faire un pas de côté de ce qu'on considère comme étant du savoir et de qu'est-ce qu'on considère comme étant de la culture et de venir intégrer des récits, des gestes, des matières, des techniques longtemps marginalisées mais qui sont pour moi extrêmement précieuses parce que c'est tout mon bagage culturel et esthétique. Je crois que la raison pour laquelle je m'intéresse essentiellement à ce qui n'a pas été archivé, à ce qui a été effacé ou à ce qui est tombé dans l'oubli, c'est parce que ça pose aussi une question à l'artiste que je suis. Comment raconter lorsque les traces ont disparu ou lorsque les traces sont rares? Et du coup, la question, ça devient qu'est-ce que rendre visible une trace? Alors, vous précisiez que je suis née au Maroc, je suis franco-marocaine née au Maroc. Il se trouve que la poésie arabe classique a une immense tradition de la conception du poète comme un chercheur de traces. Et la poésie classique arabe est hantée par la figure du poète qui se recueille sur les quelques traces laissées par les pas de l'être aimé qui deviennent le moteur de la création poétique. Donc moi, quand je pense à l'absence d'archives, à l'effacement, à l'occultation, à l'oubli, je pense immédiatement aux rares traces. Alors, ça a été effacé, oublié, occulté, non archivé de manière exhaustive, mais il doit rester des traces. Et s'il doit rester des traces, et une fois qu'on les trouve, est-ce que la trace suffit à raconter? Et comment est-ce que la trace, dans sa latence entre l'absence et la présence, active des formes de narration qui portent en elle à la fois la promesse de la représentation et en même temps la reconnaissance de l'absence. Et pour moi, le montage, c'est comme une sorte de geste de réparation potentielle par l'agencement. Mais c'est aussi, je dirais, une technique narrative, une manière de raconter les histoires qui soit pas linéaire, parce que j'ai été aussi très profondément influencée par la technique du conteur traditionnel au Maroc, le qisawi ou le halayqi, qui tire son nom de la halaqa, qui signifie en arabe le cercle, mais aussi l'assemblée, au sens de la communauté. Et le conteur, au Maroc, il ne raconte pas d'histoire linéaire. Il n'y a pas de début, de milieu et de fin, il n'y a pas de climax. L'histoire s'enroule sur elle-même. C'est des histoires à l'intérieur d'histoires qui n'en finissent pas de s'entremêler. Et en même temps, le fil de départ n'est pas perdu. Mais c'est une manière d'aller à la fin en faisant des détours, qui elles-mêmes génèrent d'autres histoires. Ici, l'artiste Bouchra Khalili, qui aurait pu être une des artistes invitées de votre exposition, revient sur 2 idées importantes qui traversent aussi ce projet, c'est-à-dire travailler à partir du récit manquant, à partir de la trace, et raconter l'histoire à la manière de l'halqa, cette tradition marocaine de raconter autrement que passant par le climax des histoires. Le cercle public, cette halqa, irrigue aussi, en tout cas, une manière de présenter les œuvres dans votre exposition. Tradition de performance collective, comment elle a inspiré votre accrochage
accrochage, votre scénographie, votre manière d'écrire les chapitres? C'est vrai qu'il n'y a pas... le parcours de l'exposition, il est pas nécessairement thématique, il n'est pas chronologique. Ce sont des conversations. Après, j'ai une façon particulière de penser les expositions. L'espace est très important. Je passe beaucoup de temps dans l'espace et je projette en fait les œuvres dans l'espace. C'est-à-dire qu'au niveau du processus, je fais pas d'abord une liste d'artistes, ensuite une liste d'œuvres et ensuite je les pense dans l'espace. C'est en fait, je fais les deux en même temps. C'est-à-dire je pense les œuvres dans l'espace d'exposition, un an et demi avant le début de l'accrochage. Je sais que, par exemple, l'œuvre de Fatima Hassan El Ferrouj, Mariage, que j'avais vu dans l'exposition de la collection de la Société Générale au musée Mohamed VI à l'automne 2023, je savais exactement sur quel mur elle allait et c'est exactement le mur où elle est aujourd'hui. L'espace est extrêmement important parce que c'est dans l'espace que je crée la conversation, que je crée les liens entre les œuvres, les échos, et j'aime beaucoup ce que dit Bouchra sur les digressions en fait finalement, et de pas avoir en effet un récit linéaire, mais comment chaque œuvre et en fait chaque conversation ouvre différentes portes et ouvre d'autres conversations, et comment en fait il y a plusieurs conversations qui ont cours au même moment. Et puis après il y a aussi des choses qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire que ma démarche elle est très intuitive. J'ai l'intuition que telle œuvre et telle œuvre ont des choses à se dire, mais c'est une fois que les œuvres sont accrochées que en fait oui d'accord ça marche, et en fait je ne maîtrise pas et il faut accepter de ne pas maîtriser, et ça j'aime assez justement aussi de se laisser le plaisir d'être surprise par les œuvres et justement la richesse et la beauté et la puissance des œuvres et de ce qu'elles ont à dire et de ce qu'elles dégagent, et donc oui j'accepte de ne pas tout maîtriser et je me fie entièrement à mes intuitions, mais parce que encore une fois je veux pas calquer un discours sur les œuvres. Ce sont les œuvres qui parlent et qui nous délivrent justement toutes ces clés et qui ouvrent les portes de toutes les conversations possibles. Alors j'ai l'intuition de ces conversations possibles, mais encore une fois, il est hors de question pour moi de venir calquer une histoire, un discours sur les œuvres. Sur les traces et pister un peu la trace, des artistes comme Mohsin Harraqi ou Abdessamad El-Montassir travaillent aussi sur ces fameux récits occultés. Qu'est-ce que leurs œuvres réveillent exactement et comment ils viennent s'articuler dans l'exposition? Que ce soit Mohsin Harraqi ou Maïma Barag, Abdessamad El-Montassir, ils ont des approches différentes et puis ils sont aussi de générations différentes. Mohsin Harraqi, c'est intéressant parce que c'est un artiste, c'est un homme du livre, et donc là finalement avec le Chant de l'ombre, c'était la première fois qu'il travaillait sur un art oratoire, donc en fait finalement une histoire sans livre, et aussi la première fois qu'il était amené à écrire, en fait à composer ses propres poèmes, et finalement c'est comment en suivant des traces ou l'absence de traces, et de venir créer, en fait de venir les combler ces blancs, combler ces lacunes, et d'accepter finalement de créer en fait des archives, d'imaginer, de créer des récits, comme le fait aussi Khadija El Abiad, c'est qu'il y a des tatouages où elle n'a pas trouvé les noms, et donc elle accepte de les inventer. Alors elle le dit, ce nom-là, c'est moi qui l'ai inventé. Ou Maïma Barag, elle travaille à partir d'archives qui sont existantes. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a a priori un récit officiel qui existe, mais en décomposant ces archives qui existent, elle cherche en fait la trace des contre-récits, des récits contre-hégémoniques, et qu'elle vient recomposer finalement à travers les collages de ces photographies. Et Abdessamad El-Montassir, c'est aussi à travers le temps de l'image, comment aussi laisser le temps d'écouter ces silences finalement, et comment en fait ces silences ont aussi beaucoup de choses à nous dire. Mais il faut accepter justement faut les accepter en fait, ces silences, et pas forcément aller contre, mais que en fait les silences peuvent être bavards.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête à un moment sur Mbarak Bouchichi, qui est une figure essentielle de la scène marocaine contemporaine, sans entrer tout de suite dans les œuvres qui sont présentées ici. Pourquoi vous avez tenu à ce que son travail occupe une place dans Haïta ? C'est pas la première fois que vous choisissez d'ailleurs que cet artiste fasse partie de vos expositions. Oui, on a déjà collaboré dans l'exposition L'Esprit du Geste qui était présentée à l'Institut des Cultures d'Islam. On présentait donc les Moukarnas que l'on retrouve ici au FRAC, parce que beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour une œuvre que je trouve puissante, juste et aussi pleine d'humilité. Et oui, c'est une conversation que l'on a avec Mbar, qui est aussi très généreux depuis longtemps. Et donc oui, c'était évident que je voulais qu'on puisse poursuivre cette conversation et au FRAC. Donc après, c'est dans les invitations que je fais aux artistes. Alors il y a des artistes où Khadija El Abiad, par exemple, je savais que je voulais présenter Peau brodée que j'avais vue à Tanger dans le cadre de l'exposition Moussem Belgica à l'automne 2024. Mais c'est ouvert. Je lui dis, ben voilà, je veux présenter ça. Voilà l'exposition, voilà le projet, voilà ce que j'ai envie de raconter, voilà mes intuitions. Aussi, voilà les artistes, a priori, qui seront autour de toi. Et j'aimerais présenter telle œuvre, mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Les échanges avec les artistes, on est vraiment de l'ordre du relationnel et de la conversation. La conversation, elle commence en fait déjà là, parce que je veux pas imposer aux artistes. Encore une fois, voilà, je fais pas une liste d'artistes, une liste d'œuvres et j'envoie mes demandes de prêt aux galeries ou aux collections. Pour moi, c'est très important de pouvoir discuter, échanger avec les artistes, parce que les artistes ont aussi beaucoup à m'apprendre et nourrissent en fait le parcours et l'histoire de l'exposition. Et donc Mbark, en fait, il était en train de produire une œuvre que malheureusement nous n'avons pas pu présenter au FRAC, parce que l'œuvre était monumentale et extrêmement lourde. Donc un transport était pas envisageable malheureusement. Et donc on a dû réajuster à quelques mois de l'exposition et donc les Moukarnas bien évidemment, mais aussi ces portraits que ce noir a un nom, cette noire a un nom, sur lesquels il était en train de travailler. J'en avais vu quelques-uns en cours de préparation au printemps 2024, donc je les avais bien en tête et ils m'avaient profondément marqué et je trouvais qu'ils avaient toute leur place dans l'exposition et donc là aussi ça a été une conversation, un échange pour que lui aussi trouve ce qui est le plus juste pour l'exposition. On va essayer de continuer cette conversation en l'écoutant. Il m'a été demandé en fait de proposer 2 pièces. La première pièce, Moukarnas, qui m'est inspirée par cette idée de questionner comment on peut reproduire un objet à connotation historique aujourd'hui. L'idée de reprendre et de questionner des objets, les examiner et les confronter à des réalités contemporaines comme un geste possible. Et comment ces gestes pourront nous aider à comprendre les enjeux et à poser des questions sur l'idée de la remédiation ou la restauration comme on la conçoit aujourd'hui. Et comment aussi on peut s'inscrire dans la continuité de savoir-faire. L'objet en fait que je propose, c'est un objet architectural qui témoigne d'une migration. Les origines de Moukarnas sont l'Iran actuel, mais arrivé au Maroc, il a été adopté facilement. Et puis, c'était l'occasion de créer un autre alphabet complètement différent qui rime avec le contexte local. Mais ces objets ils sont regardés aujourd'hui et pour moi personnellement, ça les exprime une sorte de complexité, une ingénierie aussi invisible à l'image de notre société. Et c'est ce point-là qui m'a beaucoup intéressé à décortiquer cet objet et le proposer comme un document à regarder. Et aussi un objet qu'on pourrait sauver de l'idée de la musification et le continuer à inscrire cet esprit dans nos pratiques d'aujourd'hui. Et la deuxième pièce que m'a été demandée, c'est de présenter 2 personnages noirs. Comme je travaille aussi sur l'idée de la représentation du corps noir au Maroc, j'ai présenté 2 personnages, pas comme silhouettes comme on les conçoit toujours, mais des personnages noirs qu'on refuse en fait de regarder, d'assumer dans un contexte qui se veut nord-africain et plus proche de la blancheur européenne en quelque sorte.
Et pourtant, c'est une composante bien présente, certes invisible. Cette représentation, en fait, je reprends les codes un petit peu de la représentation occidentale, surtout en faisant un clin d'œil à ces fameux packaging de Banania, car ces deux personnages, ils sont inscrits comme collés, ou force à être collés sur des champs monochromes jaunes, des feuilles de caoutchouc, avec toute la symbolique que le caoutchouc prend aujourd'hui. Si on se pose la question sur l'origine de la matière et sa transformation et le marché auquel elle est destinée, ces personnages aussi représentés ne donnent aucun indice en fait d'un lieu précis. Et c'est un aspect en fait que j'aime bien mettre en valeur. Alors son travail sur les matériaux pauvres, sur les gestes artisanaux, sur le corps noir dans la société marocaine convoque toute une politique du sensible. Le geste artisanal devient donc langage. Comment vous recevez sa parole et comment ce travail résonne avec les pratiques orales, les chants et le rythme de la haïta? Mbark, c'est un artiste qui, en effet, a ces deux axes dans son travail, travailler sur l'histoire et la visibilité des hommes et des femmes noires dans la société marocaine, et tout un travail aussi sur des gestes artisanaux. Et en fait, il passe beaucoup de temps auprès des artisans, à vivre en fait leur quotidien, à les écouter. Ses œuvres sont finalement le fruit d'observations, d'écoute attentive, de discussion. C'est pas un artiste qui, je dirais, prend et s'en va, mais vraiment prend le temps d'observer et de comprendre aussi la réalité sociale, technique, économique, culturelle, politique de ces artisans, et en ne s'intéressant pas uniquement aux gestes justement, mais vraiment à tout l'environnement de l'atelier, des moments de latence, le partage du thé, la cigarette qui est fumée, et je trouve que du coup son approche elle est très riche, et ses œuvres sont riches de ces échanges-là, et ouvrent des possibilités de cet objet ornemental qu'est le muqarna, comme il l'explique, qui est un objet ornemental qui voit le jour au 9e, 10e siècle en Irak-Iran, et qui voyage pour arriver jusqu'au Maroc. Et en fait, comment dans son installation, il en fait cet objet ornemental presque, j'allais dire, un second rôle, un rôle important, mais qui joue un peu quand même un second rôle. Comment là, en fait, il en fait un objet sculptural, et comment il le met à nu pour aussi venir en révéler l'ingéniosité et la beauté en fait de cet objet. Donc il y a aussi un rapport au temps dans la décomposition, parce on a 4 muqarnas, un qu'il a collecté et qu'il laisse à l'état d'origine, et en fait l'état dans lequel il l'a trouvé, et où on voit un peu l'état d'abandon, parce qu'il est quand même un peu usé, un peu abîmé. Un second qu'il a collecté mais qu'il a restauré. Un troisième qu'il a réalisé en bois mais laissé vierge, non peint, et un quatrième en résine, où on voit la transparence et qui serait une possibilité d'un futur en fait pour cet objet. Et donc comment, par la répétition, il vient en fait autopsier cet objet et en fait justement chercher les traces. Là encore une fois, un peu comme Oumaima Barag qui décompose les photos d'archives coloniales et familiales, comment lui aussi en fait il décompose un objet pour retrouver des traces et les recomposer pour imaginer des futurs possibles. On va écouter un autre artiste qui est présenté dans l'exposition. La pièce que je présente à l'exposition Haïta s'appelle This Dream of Love is Restless, et c'est un hommage en fait à un collectif des années 80. C'est un collectif qui s'est basé à Paris, qui s'est créé basé à Paris, pour défendre et pour être porte-parole des personnes d'origine arabe et maghrébine et homosexuelles en même temps, que ce soit dans les communautés militantes homosexuelles des années 80 ou dans les milieux familiaux, professionnels, etc. Et cet hommage se fait à travers la parole de Hamid, qui est un des fondateurs en fait de ce collectif. Hamid, à un moment, témoigne dans le journal Le Guépier, qui est un journal homo des années 70 et 80. Et en fait, il raconte vraiment, il pousse
un cri de révolte qui, le pousse à cofonder ce mouvement et aussi comment lui, en fait, il se tient par rapport à sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'un côté résumé à sa condition d'arabe dans les milieux homosexuels français, avec tous les stéréotypes qui tournent autour, c'est-à-dire autour de la violence, de la virilité, etc., et de la sursexualisation, et en même temps en témoignant du rejet dont il est sujet dans sa famille et dans son milieu professionnel. La pièce prend forme de broderie, c'est une tenture au mur, accroché au mur, qui fait autour de 6 mètres. Et en fait, tout le témoignage de Hamid est brodé en doré sur du velours vert qui rappelle en fait le textile qu'on a dans les mausolées au Maroc, où c'est des endroits en fait de recueillement autour de saints dans des villes et villages du Maroc. Et l'idée, c'était aussi de créer en fait ce moment de recueillement autour de la parole de Hamid, qui mériterait en fait pour moi et une place dans la mémoire et aussi que ce soit un moment en fait d'hommage et de méditation presque en fait devant ces paroles. La voix de l'artiste Sido Lansari qui est présentée aussi ici. Et l'exposition justement ose aborder frontalement les enjeux de genre au Maroc. Comment vous avez articulé ces représentations-là, déplacées, transformées, queer ? Parce que finalement, les chirettes sont un peu des figures queer. Ce sont des femmes hors normes, des femmes qui troublent le genre, qui déjouent les stéréotypes de la femme passive et l'homme active. Elles sont activement politiques. Encore une fois, elles transgressent les houdoud, les frontières. Donc je trouve que ce sont des figures queer. Et dans l'histoire aussi de l'Haïta, il y a des chirs qui se sont produits, travestis en femmes. Que essaie de rétablir aussi Kabbalah Shirat, le projet. Complètement. Donc renouer aussi avec cette histoire-là, cet héritage-là. Bouchaïb El-Bidawi dans les années 50, qui se produisait avec le maréchal Kibou et qui chantait des chants aussi anticoloniaux à l'époque. Et donc il se travestissait en femme. Et il y a des photos, de nombreuses photos de lui où il se produit en chirette. Et c'est aussi, je dirais, pour moi, c'était un peu une évidence, mais aussi parce que ça fait partie des souvenirs liés à l'Haïta, à l'occasion du baptême de mon cousin Jed à Marrakech. Donc ma tante Fatiha maintenant est mariée et elle a un petit garçon qui naît dans les années 90. J'ai 15 ans et en fait avec ma mère dans le salon marocain à Bourg-en-Bresse, on regarde la vidéo, l'enregistrement de cette cérémonie de baptême. Et en fait, ma famille de Bni Mellel a emmené dans ses bagages une troupe de chirettes qui s'est produit qui se produit dans la maison familiale, qui a un riad dans la médina de Marrakech. Les femmes sont en bas et les hommes à l'étage. Et en fait, il y a une des chirettes à un moment donné qui part dans une chambre et on la voit réapparaître déguisée en homme. Elle est habillée d'un jean, d'un polo, elle a dessiné au col une barbe, une moustache, et dans le pantalon, dans la braguette, un tournevis. Et en fait, elle performe et elle parodie la virilité. Et donc, pour moi, il y a aussi cette dimension, clairement, de venir troubler le genre, en fait, et de questionner aussi les sexualités. Pour moi, c'était évident que dans le parcours, ces enjeux, donc que ce soit aussi à travers... là, on est sur des questions de représentation, mais dans l'œuvre de Yasmine Hatimi, La chasse aux papillons, elle vient aussi interroger, finalement, la représentation des hommes marocains. Mais justement, le travail de Yasmine Hatimi sur la masculinité douce et celui de Sido sur l'effacement queer, est-ce qu'ils s'opposent ou est-ce qu'ils se répondent ? Pour moi, ils se répondent complètement. Ce sont des œuvres qui, finalement, travaillent sur une forme d'acceptation de ces identités contrariées. Enfin, encore une fois, contrariées par des préjugés, des imaginaires médiatiques orientalistes, des imaginaires racistes. Et donc, ils se rencontrent et se répondent pleinement.
Je me répète un peu, mais vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de la chance de pouvoir montrer ces œuvres qui sont si puissantes, et de même que ces œuvres de Bouhabid Bouzaïd, qui est un artiste du nord du Maroc, de Tétouan. Et c'est intéressant parce que finalement, quand ça a été le fruit d'une véritable enquête pour le trouver, parce que j'ai trouvé ces œuvres dans un livre de Sijel Massi, L'art marocain, qui est une des premières publications dédiées à l'art marocain, je pense que c'est dans les années 90. Et donc je vois ces œuvres et je voilà, le coup de foudre. Et donc je pars à la recherche, mais voilà, avec beaucoup de difficultés, parce que finalement il est dans aucune collection. Dans la plupart des musées du Maroc, il n'y est pas, que ce soit les collections du musée Mohamed VI, enfin, voilà. Mais dans les échanges que je peux avoir finalement avec des historiens, des historiennes marocains, il y a un petit sourire quand je leur dis que je veux montrer cet artiste, où on me dit bon, c'est quand même très orientaliste. Et en fait, ça m'interpelle, et je me dis bon, est-ce que je tombe dans l'exotisme de l'orientalisme, ou est-ce que finalement on a la même difficulté qu'ont pu avoir les artistes féministes dans les années 90, les années 80 plutôt, de comment représenter un corps féminin nu tout en l'émancipant du male gaze. Et je trouve que pour les artistes arabes, il y a un peu cette même difficulté, comment représenter des hommes et des femmes arabes en tenue traditionnelle tout en les émancipant du regard orientaliste, parce que pour moi ces œuvres elles ont rien d'orientaliste, et cette femme qui est assise sur le bonk, moi elle m'a énormément touchée. Je vais essayer de pas pleurer, mais elle me fait penser à ma grande tante, et le titre de l'œuvre que j'ai découvert après l'avoir choisi, que j'ai découvert pendant le montage de l'exposition, c'est la Zohor, et ma grande tante s'appelle Zohor. Donc voilà, c'était pour moi aussi important de pouvoir montrer des œuvres d'artistes qui sont pas connues en France, mais qui peuvent être aussi marginalisées finalement au Maroc. Et enfin, on conclut avec une vidéo de Myriam Benani, Siham et Hafeda, qui refait le lien avec la Haïta. L'exposition et le parcours d'exposition se clôt avec le film de Myriam Benani, qui est comme un clin d'œil un peu au futur de la Haïta. Son travail qui mêle humour pop, narration fragmentée et mémoire postcoloniale dans les images hybrides et ultra-contemporaines explore la manière dont les identités se fabriquent et se transmettent à travers les flux numériques. Pourquoi avoir choisi de terminer sur une œuvre aussi résolument contemporaine, presque pop, pour prolonger ce cri ancestral ? C'était justement de venir interroger le futur possible de la Haïta, parce que comme vous l'avez dit, l'exposition n'aborde pas de manière littérale. Voilà, on n'est pas dans la représentation de cet art oratoire, mais il le nourrit, et donc il était quand même un peu important de venir interroger en fait son passé et son futur, un futur qui est trouble, parce que comme on le disait, du fait des nombreux préjugés qui frappent de plein fouet les chirettes. Voilà, aujourd'hui, les familles, les parents n'ont pas envie que leur fille devienne une chirette, parce que c'est en gros qu'elle devienne une prostituée. Donc il y a de moins en moins de chirettes, mais je trouve assez beau finalement dans le film de Myriam, où on a cette rencontre avec vraiment une figure mais historique, importante, canonique de l'histoire de la Haïta, et cette chira improbable, star de YouTube, et chira autoproclamée, et comment en fait c'est la magie des arts vivants, des arts oratoires en fait, et que malgré les difficultés, malgré les aléas de l'histoire, les transformations sociales, culturelles et politiques, en fait ils se transforment, ils évoluent, ils s'adaptent, et ils trouvent des moyens en fait d'exister et de résister à un effacement que l'on pourrait dire presque programmé, mais en fait non. Donc c'est aussi de montrer comment la Haïta a encore de beaux jours devant lui. Alors les deux dernières questions, je les ai déléguées. Parlons des scènes artistiques des Suds.
quelle est selon vous l'origine de cette appétence grandissante pour des récits et des expériences visuelles qui ont longuement été presque considérées comme des pratiques mineures? Je pense là, on revient un peu à l'aventure de Souffle. Comment finalement des artistes qui se forment, qui évoluent dans un milieu de l'art et des scènes artistiques qui sont très occidentalisées, et comment certains artistes ne vont pas se reconnaître en fait plastiquement, esthétiquement dans ces scènes, et comment va se ressentir ce besoin viscéral de renouer avec des récits, des gestes, des formes plastiques, des matières qui leur sont propres, qui sont issues de leur histoire familiale, de leur environnement. Donc oui, je trouve ça aussi très intéressant. J'ai le profond sentiment que le moment, en tout cas, que l'on vit actuellement, est assez proche en fait de toute la démarche de l'école de Casablanca et de la revue Souffle en fait dans les années 60. On est encore dans ces enjeux-là de comment exister dans l'échiquier de la scène artistique mondiale, tout en développant un langage artistique, plastique qui nous soit définitivement propre et qui permette de déconstruire des pensées, déconstruire des imaginaires empreints encore de l'histoire coloniale, et oui, comment trouver des espaces de résistance. La dernière question, c'est Sido qui la pose. Et ma question pour Sonia est la suivante. Maintenant que l'exposition a commencé depuis quelques mois déjà, est-ce que tu penses qu'il y a une haïta, un cri, un appel qui a été entendu suite à l'exposition ou pendant les visites, pendant les visites commentées, des retours des publics et notamment le cri poétique en fait qui l'accompagne, en sachant que c'est une poésie dont on est souvent privé ou empêché en tant que personne africaine en France, et comment en fait on nous interdit presque cette poésie-là, ou en tout cas on nous permet pas de rêver de cette poésie-là. Voilà, donc je veux savoir s'il y a eu un parcours en fait depuis l'exposition et s'il y a eu des retours par rapport à l'exposition suite à ce cri-là. Est-ce qu'il a été entendu ? Il a été entendu, et je dirais dès le vernissage. Le vernissage a été un grand succès, un énorme succès. Il y a eu une longue file d'attente pour atteindre les salles d'exposition. Le cri était d'autant plus présent que Rim Batal nous a fait l'honneur d'une lecture performée, et elle ouvrait le bal de cette soirée de vernissage. Et c'était assez beau parce que à un moment, il y avait beaucoup de jeunes. Ça m'a beaucoup frappée parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et un public racisé, comme on en voit finalement assez peu dans les expositions. Et là, c'était frappant. Et à un moment donné, je vois un jeune couple, et en fait, je leur souris parce que je les trouve beaux, tout simplement. Et du coup, ils viennent me voir et ils me disent mais la haïta, c'est le cri. Je dis oui, c'est le cri. C'est le cri de la résistance. Je dis oui, entre autres, oui, c'est le cri de la résistance. Je dis oui, parce que nous, on est algériens et tunisiens, on n'est pas marocains, mais on est venus pour soutenir. Et donc, je leur ai dit marhaba bikoum. Mais donc oui, le cri, il a été entendu. En fait, l'appel, il a été entendu, et le public est venu. Le public, il s'est senti concerné, est venu. Et pour ce qui est, en tout cas, de la vie de l'exposition, les retours qu'ont pu me faire les équipes du FRAC, et notamment les équipes de médiation qui ont la charge de porter les voix de l'haïta, de faire vivre cette poésie, voilà, me disent que les retours, en tout cas, des publics sont vraiment enthousiastes. Et à
titre personnel, j'ai reçu des petits messages sur Insta de personnes que je ne connais pas, mais qui m'ont écrit spontanément pour me dire combien ils avaient été touchés, émus par l'exposition. Donc oui, je pense sincèrement que la Haïta se vibre à travers l'exposition et touche le public qui vient la découvrir. Et je dirais que les vibrations continuent, puisque le 4 décembre, j'organise une soirée à l'Institut des cultures d'islam, une conversation avec Sarah Ouhaddou pour parler justement de ce rapport à l'oralité, à la transmission. Et le 12 décembre, une soirée au Palais de Tokyo avec Rim Batal et Sido Lansari. Donc là aussi, parler de poésie, de la Haïta et de résistance. Donc en tout cas, à titre personnel, je fais tout pour que les vibrations de la Haïta continuent de se faire entendre et que les échos, en tout cas, parcourent différents lieux et touchent différents publics. Et l'exposition est visible jusqu'au 4 janvier 2026. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous voulez soutenir ce travail bénévole, sachez qu'une cagnotte Tipeee existe. Alors merci de votre écoute et merci de votre soutien.